Je vais vous présenter la deuxième partie du cours, euh, ovogenèse. Donc, on va voir dans cette deuxième partie la folliculogenèse et l'ovulation. On commence par l'évolution des follicules ovariens ou bien folliculogenèse. Donc, c'est le processus qui va mener le développement du follicule primordial jusqu'au follicule mature, qui est le follicule de De Graaf. On va commencer par le follicule primordial. Donc, le follicule primordial est formé par un ovocyte 1 de premier ordre qui est toujours bloqué en prophase de la première division méiotique. Cet ovocyte est entouré par une seule assise ou bien une seule couche de cellules aplaties, ce qu'on appelle les cellules folliculaires. À la périphérie de ce follicule, on va voir à ce niveau-là la membrane de Slavjanski. Le follicule primaire. Donc, c'est un follicule avec un diamètre 45 micromètres. Toujours, il est fait par un ovocyte 1 entouré par un ovocyte 1 bloqué en prophase. Cet ovocyte est entouré par une zone pellucide, c'est une membrane, ce qu'on voit ici en bleu. Cette zone est une membrane glycoprotéique qui va protéger l'ovocyte. Donc, c'est la première barrière, ce qu'on appelle la barrière glycoprotéique. À la périphérie de cette barrière, on va retrouver une seule assise de cellules folliculaires cubiques. Donc, ovocyte 1 bloqué en prophase, zone pellucide ou bien membrane pellucide, membrane glycoprotéique, et celle-là, c'est une seule assise de cellules cubiques. Ce sont les cellules, toujours les cellules folliculaires. Maintenant, toujours la membrane de Slavjanski à la périphérie des cellules folliculaires. Et vers l'extérieur, on va retrouver une TEC, une membrane conjonctive. C'est ce qu'on appelle une TEC indifférenciée qui se développe à partir du stroma ovarien parce que le follicule va se retrouver dans le cortex ovarien et le cortex ovarien est formé par un stroma conjonctif. Maintenant, le follicule secondaire. Donc, ce follicule secondaire, toujours, il va y avoir une augmentation du diamètre du follicule, donc à peu près 50 à 120 micromètres de diamètre. À l'intérieur, toujours un ovocyte 1 bloqué en prophase, entouré toujours par sa zone pellucide. Vers l'extérieur, donc on remarque qu'il y a plusieurs couches de cellules folliculaires. Donc, entre 4 à 5 couches de cellules folliculaires. Et ces cellules folliculaires vont nous former ce qu'on appelle la granulosa. Cette couche a une activité enzymatique qui est la sécrétion d'une enzyme qui est appelée l'aromatase. Cette enzyme va transformer les androgènes sécrétés par la TEC. On va voir à l'extérieur, il va y avoir la formation de la TEC interne et la TEC externe. La TEC interne qui est cellulaire contient des cellules qui vont sécréter des androgènes et ces androgènes vont être transformés par cette enzyme sécrétée par la granulosa en œstrogène. Je répète, donc la granulosa est formée par plusieurs assises de cellules folliculaires et ces cellules folliculaires vont synthétiser une enzyme qui est appelée aromatase. Vers l'extérieur, donc toujours à ce niveau-là, c'est la membrane de Slavjanski et vers l'extérieur, on va retrouver deux TEC. Donc le follicule, avant ce follicule, c'est le follicule primaire, donc une TEC indifférenciée. Dans le follicule secondaire, il va y avoir deux TEC, une TEC interne cellulaire et une TEC externe
fibreuse. La teque interne est responsable de la sécrétion des androgènes et ces androgènes sont aromatisés, sont transformés par l'aromatase sécrétée par la granulosa en œstrogène. Donc ça c'est la teque interne et externe. Maintenant, le follicule tertiaire ou bien le follicule cavitaire. Donc c'est un follicule, ce follicule a presque atteint sa taille mature, donc entre 200 micromètres et 12 mm de diamètre. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce follicule? Donc, les cellules folliculaires, ou bien les cellules de la granulosa, vont sécréter un liquide qui va se confluer pour former des vésicules. Les cellules de la granulosa sécrètent un liquide. Ce liquide va se confluer pour former une cavité qui est appelée l'antrum ou bien cavité folliculaire. Cette cavité va augmenter de taille de plus en plus et va pousser les cellules de la granulosa vers la périphérie. Dans ce follicule, les cellules de la teque interne peuvent sécréter les androgènes. Donc, j'ai dit, dans le follicule secondaire, donc, la teque interne peut exercer le rôle, mais surtout dans le follicule tertiaire, la teque interne sécrète des androgènes qui sont aromatisés par les cellules de la granulosa en œstrogène. Parce que le follicule secondaire, c'est un follicule où les cellules de la granulosa acquièrent des récepteurs à la FSH. Donc, je répète, les cellules de la granulosa du follicule secondaire acquièrent des récepteurs à la FSH dans le follicule secondaire. Donc, ça, c'est l'antrum. Cellules de la granulosa, teque interne et teque externe. Maintenant, le follicule mature, bien le follicule de De Graaf. Donc, c'est un follicule volumineux. Son diamètre, il est à peu près 12 à 25 mm. Donc, c'est un follicule où on voit bien la cavité folliculaire, qui est celle-là, l'antrum. Donc, à ce niveau-là, c'est la membrane de Slavjanski. Toujours un ovocyte 1 bloqué en prophase. Membrane la membrane pellucide, la membrane glycoprotéique. L'antrum folliculaire ou bien la cavité folliculaire qui est assez grande. Elle est remplie d'un liquide à peu près de 3 à 5 ml. À l'extérieur, on remarque la teque interne qui est cellulaire et la teque externe qui est fibreuse. Maintenant, les cellules de la granulosa qui sont à la périphérie donc de l'antrum, à ce niveau-là, sont toujours appelées cellules de la granulosa. Maintenant, certaines cellules de la granulosa, ou bien les cellules folliculaires, ont une disposition radiaire autour de l'ovocyte. Donc, ces cellules à disposition radiaire autour de l'ovocyte vont être appelées corona radiata. Maintenant, l'ovocyte, avec sa membrane pellucide et ses cellules folliculaires qui font saillie à l'intérieur de la cavité folliculaire ou bien de l'antrum. Je répète, ovocyte avec les cellules de la granulosa faisant saillie à l'intérieur de l'antrum, tout cela va être appelé cumulus ophorus. Parce que c'est ce cumulus ophorus qui va être expulsé vers l'extérieur de l'ovaire. Toujours le follicule de De Graaf. Donc,
la cavité folliculaire ou bien l'antrum, ovocyte 1 toujours bloqué en prophase, celle de la granulosa à disposition radiaire qui va nous former le cumulus, comment dirais-je, celle de la granulosa à disposition radiaire autour de l'ovocyte qui vont former ce qu'on appelle la corona radiata, et les cellules de la granulosa qui vont faire saillie avec l'ovocyte à l'intérieur de la cavité folliculaire vont être appelées cumulus ophorus. Celle de la granulosa, c'est dans cette région-là, vers la périphérie de l'antrum. Tech interne et toujours la tech externe vers l'extérieur. Maintenant, le follicule déhiscent. Le follicule déhiscent, c'est l'image de la rupture du follicule mûr, donc le follicule de De Graaf va subir une rupture et il va y avoir l'expulsion de l'ovocyte 1 entouré de sa zone pellucide et des cellules à disposition radiaire, ce qu'on appelle la corona radiata. Tout cela est appelé le cumulus ophorus. Donc, l'ovocyte avec son cumulus ophorus va être expulsé vers l'extérieur et capté par les franges du pavillon de la trompe de Fallope. Donc, ovocyte plus zone pellucide, cumulus ophorus et un liquide folliculaire. Le corps jaune, le follicule rompu se contracte et va se transformer en corps jaune. Les cellules de la granulosa restant à l'intérieur donc du follicule vont devenir des cellules, ce qu'on appelle les cellules lutéales. Donc ça, c'est les cellules lutéales, les cellules de la granulosa qui sécrètent avant l'ovulation, donc vont sécréter l'aromatase. Ces cellules vont se transformer en cellules lutéales et ces cellules lutéales vont sécréter la progestérone. Cellules de la tech interne synthétisent toujours les androgènes. Maintenant, le corps jaune peut évoluer en absence de fécondation. Il va nous donner un corps jaune qui est appelé un corps jaune progestatif. S'il y a une grossesse, s'il y a fécondation et une grossesse, donc le corps jaune sera appelé un corps jaune gestatif. Toujours, il sécrète la progestérone. Le corps jaune progestatif, sa durée de vie est de 14 jours. Le corps jaune gestatif, sa durée de vie est de 3 mois. Maintenant, on va voir les différentes phases de la folliculogenèse. On commence par la première phase qui est la phase de quiescence. C'est une phase qui est lente où on assiste à une transformation du follicule. Donc, il va y avoir une transformation des follicules primordiaux en follicules primaires. Donc, on assiste à une augmentation de la taille du follicule. Donc, les follicules primordiaux de petite taille, il va y avoir une augmentation de la taille. La deuxième phase, c'est la phase de croissance folliculaire basale. Ces deux phases sont des phases gonado-indépendantes. Ils ne dépendent pas d'hormones. Donc, toujours, on assiste à une transformation du follicule primaire en follicule secondaire. Toujours, il va y avoir une augmentation de la taille des follicules. Les follicules secondaires vont acquérir des récepteurs à la FSH maintenant, mais ils sont non hormonodépendants. Donc, il n'y a pas de dépendance aux hormones. Les hormones vont être actifs après cette phase. Maintenant, on va voir la phase de développement folliculaire terminal. Donc, cette phase est une phase gonadodépendante qui se déroule entre G0 et G14 de chaque cycle menstruel. Donc, durant cette phase, on assiste à une transformation des follicules prientraux. Donc, le follicule secondaire va se transformer par la suite en follicule prientral. Donc, il est sensible à la FSH.
à la croissance folliculaire, donc il va se transformer en follicule pris en trop. Et ces follicules pris en trop, durant cette phase, vont se transformer en follicule tertiaire. C'est le follicule de De Graaf ou bien le follicule mature. Cette phase est marquée par 3 événements. Le premier événement, c'est ce qu'on appelle le recrutement. Le recrutement, c'est une formation de la cohorte. C'est quoi la cohorte? Donc, il va y avoir un nombre de follicules pris en trop qui vont entamer le développement. Donc, c'est une forme de... l'ovaire va choisir quelques follicules, une dizaine ou bien vers une centaine de follicules qui vont entamer la transformation du follicule pris en trop vers le follicule cavitaire. Cette phase va se faire durant la fin de la phase lutéale et le début de la phase folliculaire, où il va y avoir la sécrétion de l'aromatase. Donc j'ai dit, le follicule secondaire va acquérir des récepteurs à la FSH et durant la formation du follicule préantral, le follicule préantral, c'est avant la formation du follicule antral ou bien le tertiaire. Le follicule préantral va sécréter l'aromatase, et cette aromatase va transformer les androgènes sécrétés par la thèque interne en œstrogènes. Maintenant, la phase de sélection. Le follicule antral va acquérir des récepteurs à la LH sur les cellules de la granulosa. Donc, récepteur à la LH, à la FSH, follicule secondaire, récepteur à la LH, follicule antral bien tertiaire. Maintenant, c'est la sélection d'un follicule le plus grand et le plus sensible à la LH. Durant cette phase, il va y avoir la sélection du follicule le plus sensible à la LH et le plus grand. Vers la fin, c'est la phase de dominance. Il va y avoir une dominance d'un seul follicule qui a le seuil de réponse à la FSH le plus bas. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la croissance et la maturation du follicule pré-ovulatoire pour donner le follicule mature. Le reste des follicules qui ont entamé le développement depuis le follicule secondaire vers le follicule antral vont s'atrésier. Donc, régression par atrésie des follicules de la cohorte. Un seul follicule qui va arriver à maturité par mois. Donc ça, c'est les différentes phases de la folliculogenèse. Maintenant, on va voir le phénomène de l'ovulation. Donc l'ovulation, c'est la libération d'un ovocyte par l'ovaire. C'est un processus qui survient « 10 à 12 heures après le pic de LH. Donc il va y avoir un pic de LH. Donc ça, c'est les jours. Donc le pic de LH va déclencher l'ovulation. Donc après 10 à 12 heures d'un pic de LH, l'ovocyte va être libéré de l'ovaire. Donc c'est à peu près entre G10 et G16 du cycle de la femme. Donc l'ovulation se trouve entre deux phases. La première phase du cycle de G1 à G14, c'est la phase œstrogénique, où il va y avoir la libération
des œstrogènes. Donc, j'ai dit, les œstrogènes sont formés après aromatisation des androgènes sécrétés par la thèque interne. Et la deuxième phase, qui est la phase progestative, donc il va y avoir la formation du corps jaune, et c'est la sécrétion de la progestérone par ce corps jaune. Donc, l'ovulation se trouve entre deux phases, la croissance des follicules ovariens et la formation du corps jaune. Maintenant, on va voir l'étude morphologique de l'ovulation. On commence par les modifications ovocytaires. Il y a plusieurs modifications. La première modification, c'est l'achèvement de la première division méiotique. Donc, la première division méiotique va se terminer. Il va y avoir une augmentation de la taille de l'ovocyte et l'apparition des granules corticaux. Donc, les granules corticaux vont se retrouver à ce niveau-là. Ces granules corticaux ont un rôle très important dans la fécondation. On va le voir, Inch'Allah, dans le cours de la fécondation. Les modifications folliculaires. Donc, formation de la membrane pellucide proprement dite. Donc, au début, c'est une zone pellucide, mais à ce moment-là, il va y avoir formation de la membrane pellucide proprement dite. Il va y avoir une sécrétion des enzymes et des prostaglandines. Donc, ces enzymes qui permettent la fragilisation de la paroi folliculaire de De Graaf pour faciliter l'émission de l'ovule, et les prostaglandines vont stimuler les contractions de l'ovaire, c'est pour expulser l'ovule, donc avec son cumulus, l'ovocyte 1 avec son cumulus ophorus. Puis il va y avoir une dissociation du cumulus ophorus par élargissement des espaces intercellulaires qui sont comblés par des glycoprotéines et de l'acide hyaluronique. Donc, entre les cellules du cumulus ophorus, donc on va retrouver des glycoprotéines et de l'acide hyaluronique. Ces molécules sont susceptibles d'être franchies par le spermatozoïde grâce aux enzymes contenues dans le capuchon acrosomique qui contient de l'acide hyaluronique, les hyaluronidases des enzymes. Donc les hyaluronidases et la CPE, Corona Penetrating Enzyme, ainsi que de l'acrosine. En dernier lieu, avant la modification folliculaire, l'avant-dernière, c'est l'apparition de stigma. C'est quoi le stigma? Donc c'est une petite zone avasculaire qui va apparaître sur la paroi ovarienne. Donc, parce que le follicule de De Graaf va faire saillie dans la paroi ovarienne, dans une zone qui va être avasculaire. Donc, cette zone est appelée stigma et l'œuf peut être expulsé par cette zone sans qu'il y ait d'hémorragie. Mais dans certaines régions, il va y avoir une petite hémorragie lors de l'expulsion de ce follicule de De Graaf. Par la suite, c'est l'expulsion, libération de l'ovocyte vers l'extérieur avec son cumulus ophorus. Le diagnostic de l'ovulation. Comment peut-on diagnostiquer cette ovulation? Donc, ça peut qu'il y ait des métrorragies, un petit saignement pré-ovulatoire. Probablement qu'il y a une douleur pelvienne grâce aux prostaglandines sécrétées au moment de l'ovulation, parce que les prostaglandines vont favoriser la contraction de l'ovaire pour expulser l'ovule. La glaire cervicale, donc au moment de l'ovulation, c'est une glaire cervicale qui est translucide, filante,
cristalloïde en feuille de fougère. Par contre, dans les autres phases, c'est une glaire cervicale qui est opaque. La température chute avant l'ovulation. Elle est au point le plus bas du cycle, puis elle remonte, souvent au-dessus de 37 degrés. On peut diagnostiquer l'ovulation par l'échographie pelvienne. Donc, on peut voir le follicule, ici le follicule de De Graaf, et le follicule rompu. Pic de LH, donc on peut doser la LH et le stradiol. Donc, ça c'est le pic de LH. Et le stradiol va augmenter à G12. Maintenant, on va voir l'histophysiologie, bien la physiologie de l'ovogenèse. La FSH, elle est sécrétée par l'hypophyse durant la phase proliférative. Elle a des récepteurs sur la surface des cellules de la granulosa. Elle va favoriser la maturation folliculaire et le recrutement ainsi que la sélection. Elle va favoriser la sécrétion d'aromatase par les cellules de la granulosa, ce qui va aromatiser les androgènes sécrétés par la thèque interne en œstrogène. Son rôle aussi dans la croissance cellulaire, et elle va favoriser l'acquisition des récepteurs ALH sur les cellules de la granulosa du follicule tertiaire. Concernant la LH, toujours sécrétion hypophysaire, un rôle reprise de la première division méiotique. Elle va inhiber l'aromatisation de stradiol et favoriser la sécrétion de la progestérone par le corps jaune et la transformation des follicules post-ovulatoires en corps jaune. Le pic de LH déclenche l'ovulation. La LH va contrôler la synthèse des androgènes par les ovaires. Donc, il va y avoir une baisse de la sécrétion d'androgènes par les cellules de la thèque interne et les récepteurs LH sur les cellules de la granulosa du follicule tertiaire. On termine par la physiologie de l'ovogenèse. Donc, 3 phases. Phase folliculaire de G1 à G0, de G12 à G14 et de G15 à G28. Cette phase, c'est la phase ovulatoire. Donc, phase folliculaire, phase ovulatoire et la phase lutéale. Donc, l'hypothalamus va sécréter la GnRH, qui va stimuler l'hypophyse pour la sécrétion de la FSH et d'une petite quantité de LH. La FSH va favoriser la croissance folliculaire par l'aromatisation des œstrogènes, des androgènes sécrétés par la thèque interne en œstrogène, donc sécrétion d'œstrogènes à faible dose, donc ils ont un effet négatif, rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Les œstrogènes ont un effet sur l'utérus durant la première phase proliférative, donc le développement et la formation de la couche fonctionnelle de l'endomètre, et sur les caractères sexuels primaires et secondaires. L'ovulation, donc l'hypothalamus va sécréter la GnRH, stimulant l'hypophyse pour la sécrétion de la FSH, toujours sécrétion d'œstrogène, mais à ce moment-là, un effet positif, parce que à G12 du cycle de la femme, donc il va y avoir une sécrétion importante de stradiol, donc toujours l'effet sur l'utérus et les caractères sexuels, et un effet positif sur la sécrétion toujours de la FSH. Concernant la LH, le pic de LH va stimuler l'ovulation. Donc j'ai dit tout à l'heure que après 12 heures de la sécrétion du pic de LH, donc il va y avoir déclenchement de l'ovulation. La phase lutéale, donc de G15 à G28, l'hypothalamus
va sécréter une petite quantité de GnRH, stimulant l'hypophyse pour la sécrétion d'une petite quantité d'FSH et de LH. La FSH va stimuler le corps jaune pour la sécrétion des androgènes. Et ces androgènes vont être aromatisés en oestrogène par les cellules de la granulosa des autres follicules. La LH va stimuler le corps jaune pour la sécrétion de la progestérone. Et la progestérone a un effet négatif sur l'hypothalamus. Et donc, elle va inhiber la sécrétion de la LH. Concernant les oestrogènes, durant cette phase, ont un effet sur l'utérus. Donc, toujours, c'est la phase sécréto-excrétoire du cycle utérin. Donc, il va y avoir le développement des glandes et de la vascularisation. Et donc, un autre effet sur les caractères sexuels. On termine par cette planche. Donc, toujours, c'est la même chose. L'hypothalamus va sécréter la GnRH. On stimule la FSH qui va stimuler la croissance folliculaire en sécrétant des oestrogènes, rétrocontrôle positif à forte dose et rétrocontrôle négatif à faible dose. La LH va favoriser la sécrétion de la progestérone par le corps jaune et un effet de rétrocontrôle négatif. Merci.